Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. La première chose que mon ex-mari a vue ce soir-là, c'est un suburban noir glissant sur son allée de gravier, phare éteint. La deuxième chose qu'il a vue, c'est moi en sortant. Pas la version de moi qu'il pensait connaître depuis 32 ans. Pas la femme tranquille qui s'excusait trop souvent. Pas l'épouse qu'il avait l'habitude d'interrompre au dîner. Pas la grand-mère à l'air nerveux qui travaillait à temps partiel dans une librairie près de la marina de Norfolk. Non, ce soir-là, Richard a vu 6 hommes armés sortir derrière moi et attendre des instructions. Et quand l'un d'eux m'a regardé et a dit « Commandant Mercé, périmètre sécurisé », le visage de mon ex-mari a perdu toute sa couleur. Je me souviens encore de la façon dont son verre de whisky a glissé dans sa main. Je me souviens du bruit qu'il a fait en se brisant contre la rambarde du porche. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est sa voix, douce, petite, presque effrayée. « Linda », a-t-il murmuré, « qui es-tu » 12 minutes plus tôt, je rentrais de la maison de campagne de Richard après un autre dîner familial misérable. La route le long de la baie de Chesapeake était sombre à cette heure-là. La plupart des gens de mon âge évitent de conduire sur ces routes secondaires après le coucher du soleil. Mais je n'ai jamais détesté l'obscurité. Après 25 ans passés au sein des opérations des Navy Seals, l'obscurité me semble parfois plus familière que la lumière du jour. Ce n'est pas que Richard ait jamais su cela. Personne ne le savait. Enfin, presque personne. La pluie tambourinait doucement contre mon pare-brise alors que je conduisais mon vieux Ford pick-up vers le nord, en direction de Norfolk. La radio diffusait Patsy Cline, assez bas pour à peine l'entendre. Mes mains reposaient calmement sur le volant, bien que ma poitrine me fasse encore mal à cause de l'humiliation du dîner. Richard avait bu à nouveau, pas au point de tomber ivre. Il était trop contrôlé pour ça. Richard aimait le genre de consommation qui délie la langue sans ralentir l'esprit. C'était toujours le niveau dangereux. Notre fille Emily nous avait invités tous les deux à dîner, parce que son fiancé Daniel était en ville, venant de Richmond. Emily croyait encore, à 28 ans, que ses parents pourraient un jour apprendre à s'asseoir dans la même pièce pacifiquement. Que Dieu la bénisse de faire cet effort. La soirée a commencé poliment. Rôti de bœuf, biscuits, petite conversation sur les taux hypothécaires, la hausse des prix des produits d'épicerie, et si l'équipe de football de la Navy aurait une saison décente. Puis Richard a commencé à me taquiner. Il le faisait toujours, finalement. « Tu sais que ta mère sursaute à chaque fois qu'une voiture pétarade », a-t-il dit à Daniel avec un sourire. « Cette femme a peur des bruits forts depuis l'administration Reagan. » Daniel a gloussé poliment. Emily avait l'air embarrassée. J'ai continué à manger tranquillement. Richard s'est penché en arrière sur sa chaise. « En vérité, Emily, ta mère a passé la majeure partie de notre mariage à avoir peur de sa propre ombre. Ce n'était pas vrai. Mais après suffisamment d'années, les gens commencent à croire la version de vous qu'on répète le plus souvent. J'ai tamponné ma bouche avec ma serviette et j'ai souri doucement. Tu as toujours aimé raconter des histoires, Richard. Oh, allez, il a dit, je plaisante. Ce mot, plaisanter. Les hommes de la génération de Richard utilisaient ce mot comme certaines personnes utilisent du ruban adhésif pour masquer les dégâts sans vraiment réparer quoi que ce soit. Emily a rapidement changé de sujet après cela. Douce fille, toujours à essayer de maintenir la paix. Mais j'ai remarqué quelque chose pendant le dîner. La colère de Daniel, de petits éclairs. La façon dont il serrait trop fort sa fourchette quand Emily a mentionné prendre un poste en Caroline du Nord. La façon dont il répondait parfois à sa place. La façon dont Emily le regardait avant de parler. Comme si elle vérifiait les conditions météorologiques avant de sortir. J'ai remarqué parce que les femmes de mon âge remarquent des choses que les jeunes femmes n'ont pas encore appris à craindre. Et parce que pendant 25 ans, remarquer de petits changements a maintenu des gens en vie. Après le dîner, Emily m'a serré fort contre elle près de l'allée, plus longtemps que d'habitude. « Tu vas bien, ma chérie ?» ai-je demandé. Elle a souri trop vite. « Je vais bien. » Mais ses yeux avaient l'air fatigués. Quand je suis retourné dans mon camion, un instinct m'a murmuré que quelque chose n'allait pas. Pas assez pour agir.
juste assez pour s'en souvenir. C'est ça, l'entraînement militaire. Ça ne quitte jamais vraiment vos os. Même après la retraite, même après l'arthrite, les cheveux gris et les médicaments contre la tension artérielle, on apprend à faire confiance à l'inconfort. J'étais presque à mi-chemin quand mon téléphone a vibré sur la console centrale. J'ai jeté un coup d'œil. Un message d'Émilie. Juste 4 mots. Port bleu! Pas de lever de soleil! Mes mains se sont instantanément resserrées sur le volant. 30 ans ont disparu de mon corps en un seul souffle. La plupart des gens auraient vu des mots dénués de sens. Mais quand Émilie avait 8 ans, je lui avais appris une phrase codée de détresse. Pas parce que je m'attendais à un danger, parce que je comprenais quelque chose que beaucoup de civils ne comprennent jamais. La panique fait oublier le langage. La peur brouille le cerveau. Mais les phrases pratiquées survivent. Port bleu, pas de lever de soleil. Cela signifiait « Je suis en danger. Je ne peux pas parler librement. Viens maintenant. » J'ai arrêté mon camion sur le bas-côté si brusquement que des graviers ont jailli sous le châssis. Mon cœur est resté stable. Entraînement. Toujours l'entraînement. J'ai appelé Émilie en premier. Pas de réponse. Encore une fois, directement à la messagerie vocale. J'ai fermé les yeux brièvement. Puis, j'ai fouillé dans la boîte à gants et sorti un petit carnet en cuir que Richard s'était moqué de moi pour avoir porté. Linda et son petit agenda de senior. Il avait l'habitude de plaisanter. À l'intérieur se trouvaient des numéros que je n'avais pas appelés depuis des années. Des hommes et des femmes qui me devaient des faveurs. Des gens qui comprenaient l'urgence sans explication. J'ai composé le premier numéro. Une voix endormie a répondu. « C'est Harris. »« C'est Mercé », ai-je dit calmement. Silence. Puis, instantanément alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille a envoyé la phrase d'urgence. Encore un silence. Différent cette fois. Lieu. Professionnel. Différent. 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 Je lui ai donné l'adresse de la maison de campagne de Richard. Compris, a-t-il dit. 12 minutes. Il a raccroché immédiatement. Pas de questions, pas d'incrédulité, pas d'hésitation. Son confécu. C'est comme ça que les anciens opérateurs communiquent. J'ai fait demi-tour avec mon camion, avec une telle force que j'ai dérapé légèrement sur la route mouillée. La pluie s'épaississait sur le pare-brise pendant que je conduisais. Et pendant ce trajet, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai cessé d'être Linda la libraire. Linda l'ex-femme timide. Linda la femme que les gens interrompaient au dîner de famille. Cette femme a disparu pièce par pièce à chaque kilomètre. Ma posture a changé d'abord, puis ma respiration, puis mon esprit. Au moment où j'ai atteint la route de campagne menant à la propriété de Richard, je ne me souvenais plus de vieux instincts. Je les utilisais. En approchant de la maison dans l'obscurité, j'ai vu des lumières briller à travers les fenêtres du rez-de-chaussée, des mouvements à l'intérieur, une silhouette qui faisait les 100 pas agressivement, une autre immobile. Puis des phares sont apparus derrière moi, 2 SUV noirs, juste à temps. Le premier SUV s'est arrêté à côté de mon camion sans un bruit. Le second s'est rangé derrière, bloquant la route de gravier étroite, menant à la maison de campagne de Richard. La pluie tambourinait régulièrement sur les toits des véhicules, tandis que des faisceaux blancs des phares traversaient les arbres le long du rivage. Un homme grand est sorti du siège passager, portant une veste imperméable sombre et un jean. Cheveux gris, larges épaules, yeux calmes. Tom Harris. 20 ans auparavant, il avait commandé le soutien logistique pour l'une des opérations classifiées auxquelles j'avais participé à l'étranger. Ces jours-ci, il dirigeait une organisation à but non lucratif d'intervention d'urgence
pour les vétérans en dehors de Virginia Beach. Officiellement, ils étaient spécialisés dans l'intervention de crise pour les vétérans et les familles en difficulté. Officieusement, ils savaient toujours bouger vite quand des gens étaient en danger. Il s'est approché de moi sans perdre de temps. « Vous êtes armés ?» a-t-il demandé doucement. « Numéro. Bien. Le bureau du shérif local est à 3 minutes. Un adjoint est déjà à proximité. Nous allons faire ça proprement et légalement. » J'ai hoché la tête une fois. Cela comptait pour moi. Les gens romantisent le travail militaire dans les films. Les véritables opérations sont en grande partie une discipline, des paperasses et l'évitement de tragédies inutiles, surtout lorsque des civils sont impliqués. Harris a jeté un coup d'œil vers les fenêtres illuminées de la maison de campagne. Quel est le niveau de menace? Ma fille a utilisé le code. Cela me suffit. L'un des jeunes hommes s'est approché, portant une petite trousse médicale. Ancien marine d'après son allure, la trentaine, peut être. Commandant Mercé, a-t-il dit respectueusement. Nous avons un mouvement thermique à l'intérieur. 3 personnes. Une semble agitée. J'ai presque souri en entendant l'ancien titre après tant d'années. Presque. Mais ma concentration est restée sur la maison. La propriété de Richard se trouvait près du bord du lac Gaston, à environ 90 minutes de Norfolk. Grand porche enveloppant, quai de pêche, bateau coûteux qu'il utilisait à peine. Le genre de propriété de retraite que les hommes achètent en espérant que le paysage guérira la solitude. La plupart des nuits, l'endroit avait probablement l'air paisible. Cette nuit-là, il ressemblait à un piège. Je me suis rapproché de l'entrée de l'allée et j'ai écouté. Des voix élevées à l'intérieur, un homme en colère, puis quelque chose s'est brisé, mon estomac s'est serré. « Émilie !» J'ai commencé à marcher immédiatement. Harris s'est avancé à mes côtés. Le shérif veut que nous attendions l'entrée officielle. Si Daniel lui fait du mal pendant que nous attendons la permission, ai-je dit calmement, les papiers n'auront pas beaucoup d'importance. Il m'a regardé une demi-seconde, puis a soupiré doucement. Toujours la femme la plus effrayante avec qui j'ai jamais travaillé. Nous avons continué vers le porche. Alors que nous montions les marches en bois, j'ai entendu Richard crier de l'intérieur. « Pour l'amour de Dieu, fils, pose l'arme. » Tout en moi s'est aiguisé instantanément. L'un des intervenants derrière nous a discrètement murmuré à la radio. « Arme à feu possible confirmée. » Un autre fracas a résonné dans la maison. Puis, Émilie a crié. Pas fort, pas théâtral. Le genre de cri qui vient de quelqu'un qui essaye de ne pas paniquer complètement. Ce son a fait quelque chose de terrible à mon cœur. Pendant une brève seconde, je n'étais plus une opératrice retraitée. Je n'étais pas calme. Je n'étais pas disciplinée. J'étais simplement une mère. Harris a fait un signe de tête bref vers la porte d'entrée. « Allez !» L'un des hommes a forcé la porte, avec une telle violence que tout le porche a tremblé. « Police !» a-t-il crié automatiquement, avant même l'arrivée des adjoints. Nous sommes entrés rapidement. Le salon ressemblait à une tempête s'y était abattue. Lampe cassée, du whisky renversé sur le parquet, des chaises de salle à manger renversées. Daniel se tenait près de la cheminée, serrant un revolver dans ses mains tremblantes. Émilie était pressée contre le comptoir de la cuisine, pleurant silencieusement. Richard se tenait d'un côté, pâle comme un linge, et les 3 se sont tournés vers nous en même temps. Daniel a cligné des yeux, confus, à la vue de plusieurs hommes entrant dans la maison avec une précision tactique. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas un criminel endurci, juste un homme instable qui perdait le contrôle. Parfois, ce sont les plus dangereux. « Daniel », ai-je dit d'une voix égale, « pose l'arme. » Il m'a regardé, voyant probablement la même femme inoffensive avec qui il avait mangé du rôti 2 heures plus tôt. « Tu ne t'en mêles pas », a-t-il rétorqué. Puis l'un des hommes derrière moi a parlé doucement dans son émetteur, commandant Mercé à l'intérieur de la résidence, et le visage de Richard a complètement changé. J'ai vu la prise de conscience le frapper physiquement. Confusion d'abord, puis incrédulité, puis peur. « Commandant », a-t-il répété faiblement. Daniel a regardé entre nous deux. De quoi parle-t-il? J'ai ignoré la question. Daniel, ai-je dit à nouveau. Tu es effrayé, embarrassé et en colère. Mais si tu lèves cette arme d'1 pouce de plus,
Cette nuit se terminera différemment de ce que tu veux. Sa respiration est devenue haletante. Je ne voulais pas, ai-je interrompu doucement. C'est pourquoi tu as encore une chance de sortir d'ici vivant. Il y a des années, lors d'une formation de désescalade d'otages, on nous a appris quelque chose d'important. La plupart des gens effrayés n'ont pas besoin de domination. Ils ont besoin de stabilité. Alors, j'ai gardé ma voix calme. Pas de cris, pas de menaces, pas de discours dramatiques, juste de la certitude. Pose le pistolet par terre, lui ai-je dit. Ensuite, assieds-toi. Pendant plusieurs longues secondes, personne n'a bougé. La pluie battait les fenêtres. L'horloge de grand-père tic-taquait bruyamment dans le couloir. Finalement, le bras de Daniel s'est abaissé. Le revolver lui a glissé de la main sur le tapis. L'un des intervenants l'a immédiatement sécurisé. Émilie s'est effondrée en larmes. J'ai traversé la pièce rapidement et l'ai tenue contre moi. Elle tremblait violemment. « Oh, mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Maman, ça va !» ai-je dit doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Par-dessus l'épaule d'Émilie, j'ai regardé Richard. Il avait l'air d'un homme qui voit un fantôme. Peut être pire, car les fantômes sont plus faciles à expliquer. Un adjoint est entré quelques instants plus tard, suivi d'un autre officier. Ils ont appréhendé Daniel sans résistance. Le jeune homme semblait anéanti, l'adrénaline s'étant évacuée de son corps. Richard continuait de me fixer, tandis que les officiers discutaient autour de nous. Finalement, il articula. « C'est vous qui avez appelé ces gens ?»« Oui. Ils vous ont appelé commandant. »« Oui. Vous étiez militaire. » Je tenais Émilie avec précaution en répondant « Pendant 25 ans. » Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, puis se referma. « Dise, je le voyais presque revivre notre mariage entier dans son esprit, comme de vieilles bobines de films soudainement exposées à une lumière différente. Chaque déploiement que je n'avais jamais expliqué, chaque cicatrice, chaque cauchemar, chaque silence. » Émilie s'écarta lentement de moi et s'essuya le visage. « Vous êtes vraiment venu ?» murmura-t-elle. Je lui touchai doucement la joue. « Chérie, si tu avais utilisé ce code, j'aurais traversé un océan. » Cela brisa finalement Richard sur le plan émotionnel. Il s'affala lourdement dans son fauteuil inclinable et se couvrit le visage de ses deux mains. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air petit, pas faible, juste vieux et terriblement perdu. Dehors, les lumières d'urgence rouges et bleues se reflétaient sur l'eau du lac, tandis que la pluie continuait de tomber régulièrement dans l'obscurité de la Virginie. 3 jours après l'incident à la maison du lac, Émilie est venue séjourner avec moi à Norfolk. Mon appartement était situé au-dessus d'une vieille boutique d'appât et de matériel de pêche près de la marina. Rien d'extraordinaire. Une chambre en bas pour moi. Une petite chambre d'amis à l'étage qui contenait surtout des boîtes de rangement et des manteaux d'hiver oubliés, jusqu'à ce qu'Émilie y emménage temporairement. L'endroit sentait légèrement le café, les vieux livres et l'air marin. Les gens de mon âge ont tendance à rétrécir leur vie avec le temps. Des maisons plus petites, des cercles plus restreints, des attentes plus modestes. Après mon divorce d'avec Richard, 12 ans plus tôt, j'ai cessé d'avoir besoin de beaucoup de choses. Mais avoir soudainement, Émilie à nouveau là, a complètement changé l'atmosphère. J'entendais des pas le matin. Des portes d'armoire qui s'ouvraient, la télévision qui fonctionnait doucement la nuit. Cela me rappelait douloureusement quand elle était petite. C'est drôle comme la maternité ne quitte jamais vraiment votre corps. Cette première semaine, Émilie a horriblement mal dormi. Je l'entendais faire les 100 pas à l'étage vers 2 heures du matin, parfois pleurer doucement dans la salle de bain parce qu'elle pensait que je ne l'entendais pas. Je ne l'ai jamais poussée à parler avant qu'elle ne soit prête. La peur s'installe lentement chez les gens après un traumatisme émotionnel. Vient d'abord l'adrénaline, puis le déni, puis l'embarras, surtout chez les femmes. Un soir, environ 1 semaine après l'arrestation de Daniel, Émilie s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine, pendant que la pluie tapotait contre les fenêtres. La météo de Virginie a un moyen de piéger les souvenirs à l'intérieur des pièces. Elle a entouré de ses 2 mains une tasse de thé et a finalement posé la question que je savais arriver. « Maman, qui es-tu vraiment ?» J'ai souri faiblement à cela. « Je suis toujours ta mère. » Tu sais ce que je veux dire. Oui, je savais. Pendant plusieurs secondes, j'ai étudié la vapeur s'élevant de mon café. Puis, je me suis levé lentement et j'ai marché vers le placard du couloir. À l'intérieur se trouvait une vieille malle de militaire verte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Le métal couina doucement lorsque j'ai soulevé le couvercle. Émilie regardait en silence pendant que je sortais des photographies, des dossiers de service,
des plaques de commémoration et de vieilles pièces de défi polies par des années dans les poches d'uniforme. Je les ai posées avec soin sur la table de la cuisine, une par une. Ses yeux s'écarquillèrent. Jésus. La plupart des photographies montraient des groupes d'hommes à l'air fatigués, debout près d'hélicoptères, de camps dans le désert, de navires ou de terrains d'aviation à l'étranger. Et il y avait moi parmi eux, plus jeune, plus dur, bronzé, concentré, pas timide, pas fragile. Une photo me montrait portant un équipement tactique à côté d'un avion de transport, quelque part en Afghanistan, vers 2004. Émilie l'a ramassé avec précaution. « C'est toi. Oui, tu as l'air. » Elle chercha le mot. « Différente. » Elle hocha lentement la tête. Je comprenais. La vérité, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point une personne peut disparaître dans la vie ordinaire. Une femme tranquille à l'épicerie à peu, être transportée autrefois des documents classifiés dans des zones de guerre. Un vieil homme qui débat du fertilisant pour pelouse, à peu, être enterré des amis à l'étranger il y a 50 ans. L'Amérique est pleine d'histoires invisibles. Émilie continuait de feuilleter les photographies. Papa ne savait vraiment pas entièrement. Comment est-ce possible? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. C'est compliqué. Mais la vérité n'était pas compliquée du tout. Elle était douloureuse. Quand Richard et moi nous sommes rencontrés en 1981, j'étais déjà affecté à des opérations de renseignement naval soutenant des unités de guerre spéciales. Officiellement, je gérais l'analyse des communications et la coordination opérationnelle. Non officiellement, eh bien, il y a encore des choses que je ne peux pas discuter. Richard était charmant à l'époque, confiant, drôle, le genre d'homme qui mettait instantanément les étrangers à l'aise. J'aimais ça chez lui parce que la vie militaire me rendait déjà émotionnellement hermétique. Le secret m'a changé jeune. On apprend vite à ne pas parler du travail, à ne pas expliquer les disparitions, à ne pas décrire les cauchemars. Finalement, le silence devient un instinct. Au début, Richard l'a accepté. Puis, il a commencé à le ressentir. « Où disparais-tu » demandait-il autrefois. « Je ne peux pas dire. »« Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?» Cette question a hanté notre mariage pendant des années. Émilie écoutait en silence pendant que je parlais. Il pensait que je ne lui faisais pas confiance, ai-je continué doucement. La vérité, c'est que j'essayais de le protéger, et on ne pouvait jamais le lui dire. Pas légalement, parfois pas en toute sécurité. À l'époque, les mariages militaires craquaient sous une pression bien moindre que celle que nous portait le nôtre. Pas de FaceTime, pas de culture du conseil, pas de vocabulaire émotionnel. Les hommes, en particulier, étaient élevés différemment. Richard croyait que la force signifiait le contrôle, la certitude, le bruit et moi. J'avais passé des années à travailler aux côtés d'hommes qui mouraient parce que quelqu'un perdait le contrôle émotionnel pendant 5 secondes. Alors, quand des conflits survenaient à la maison, je me retirais au lieu de me battre. Pour lui, cela ressemblait à de la faiblesse. Je baissais les yeux vers mon café. Finalement, il a commencé à se moquer de ce qu'il ne comprenait pas. Émilie déglutit difficilement. Les blagues? Oui, il a fait ça toute ta vie. J'ai esquissé un sourire fatigué. Ton père venait d'une génération où les taquineries passaient pour de la communication. Mais ça te blessait? Cette question m'a surprise car, pendant la majeure partie de ma vie, personne ne demandait si les femmes militaires se sentaient blessées. L'attente était simple. Absorber la pression en silence. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Oui, j'ai admis finalement, plus que je ne l'ai laissé voir à qui que ce soit. La pièce retomba dans le silence. Dehors, la corne d'un bateau résonna faiblement à travers le brouillard du port. Émilie fixa une photographie pendant un long moment. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » demanda-t-elle doucement. Je regardai de plus près. C'était une photo de 1993. 3 hommes se tenaient à côté de moi sur le pont d'un porte-avions dans le golfe Persique. Un seul d'entre eux est rentré vivant. Je ressentis immédiatement la douleur familière. « Des amis », dis-je doucement. Émilie étudia attentivement mon visage. Puis, être pour la première fois en tant qu'adulte plutôt qu'en tant que ma seule fille. « Tu as tout porté toute seule. » Je ris doucement, sans humour. La plupart des vétérans de ton âge et du mien l'ont fait. C'était la vérité que les Américains de plus de 60 ans comprenaient. Les gens de nos générations avaient appris l'endurance avant la vulnérabilité. Vous enterriez la peur, vous enterriez le chagrin, vous enterriez le traumatisme. Puis un jour, votre corps a eu 60 ans, et toutes ces choses enfouies ont recommencé à gratter pour remonter.
Émilie parut soudain honteuse. Je pensais que tu avais peur tout le temps. Je l'étais, j'ai admis. Elle cligna des yeux, confuse. Cette réponse la surprit. Je traversai la table, doucement. Être courageux ne signifie pas que tu arrêtes de ressentir la peur, chérie. Cela signifie que tu apprends à fonctionner tout en la portant. Des larmes emplirent instantanément ses yeux. Puis vint la question que je redoutais le plus. As-tu jamais aimé papa? Je fermai brièvement les yeux. Oh, Émilie, murmurai-je, j'ai aimé ton père assez pour passer 32 ans à essayer de faire la paix avec la solitude. Cela brisa quelque chose en elle. Elle se mit à pleurer doucement à la table de la cuisine, pendant que la pluie continuait de tomber au-delà des fenêtres. Et assise là, regardant ma fille pleurer le mariage qu'elle pensait comprendre, je réalisais quelque chose de douloureux moi-même. Richard n'avait pas été le seul à se cacher pendant notre mariage. J'avais aussi caché, mais différemment. 2 semaines après l'incident à la Maison du Lac, l'histoire s'était propagée plus loin que je ne l'aurais voulu. Pas publiquement dans les journaux ou à la télévision, rien de spectaculaire comme ça. Mais la petite ville de Virginie a son propre système de communication. Les parkings des églises, les salons de coiffure, les quincailleries, les comptoirs de café de la marina. Les vieux parlent, les vieilles se souviennent. Et les communautés militaires à la retraite remarquent particulièrement vite les choses inhabituelles. Les gens ont commencé à me regarder différemment. La caissière à l'épicerie est soudainement devenue excessivement respectueuse après avoir entendu de la part du mari de sa cousine que des gens tactiques fédéraux s'étaient présentés à la propriété de Richard. Un de mes voisins m'a demandé si j'avais travaillé pour le gouvernement ou quelque chose comme ça. Un autre homme, à la marina, m'a fixé pendant près d'1 minute complète, avant de finalement dire « Marine ». J'ai simplement hoché la tête. C'était suffisant pour lui. Les vétérans se reconnaissent entre eux des choses que les civils ne remarquent pas du tout. Pendant ce temps, Richard avait du mal. Émilie m'a dit qu'il avait arrêté d'aller à son bistrot habituel après que plusieurs vieux amis aient commencé à le taquiner. Apparemment, l'un d'eux a ri et a dit « Merde, Richie, tu as été marié à G.I. Jane toutes ces années et tu ne l'as jamais su. » Les hommes de la génération de Richard ne gèrent pas gracieusement l'humiliation, surtout l'humiliation publique. Je n'ai pas aimé entendre tout cela. Cela a surpris Émilie. Un après-midi, elle s'est assise en face de moi sur le balcon de l'appartement, surplombant la marina pendant que des mouettes tournoyaient au-dessus. « Tu n'es même pas un peu contente qu'il soit enfin démasqué ?» demanda-t-elle. J'ai secoué lentement la tête. À mon âge, la vengeance perd un peu de sa saveur. Elle sourit faiblement. Cela ressemble à quelque chose que disent les vieilles personnes. Bite, nous sommes de vieilles personnes maintenant. Cela la fit rire pour la première fois depuis des jours. J'ai chéri ce son. La vérité, c'est que je ne voulais pas que Richard soit détruit. Je voulais qu'il soit éveillé. Il y a une différence. Trop de gens confondent vengeance et cruauté. La vraie vengeance, c'est forcer quelqu'un à affronter une vérité qu'il a passé des années à éviter. Et Richard avait passé des décennies à se convaincre que le bruit signifiait la force. Il a grandi dans une maison où les hommes interrompaient constamment les femmes, où les pères ne s'excusaient pas, où le silence d'une épouse signifiait l'accord. À l'époque, l'Amérique félicitait les hommes pour leur certitude, même quand ils avaient tort, surtout dans le mariage. Émilie resta silencieuse un moment avant de parler à nouveau. Daniel me rappelait parfois papa. Cette phrase tomba lourdement entre nous. « Comment ?» demandai-je doucement. Le côté contrôlant. Elle regarda sa tasse de café. Les petites blagues qui me faisaient me sentir stupide devant les autres. J'écoutais attentivement. « Il ne m'a jamais frappé », ajouta-t-elle rapidement. Mais, parfois, je commençais à changer ma façon de parler, juste pour éviter de le mettre en colère. Je hochais lentement la tête. Oui, je hochais lentement la tête. Tu connais ce sentiment? Oui. Cette honnêteté sembla la secouer plus que tout le reste, probablement parce que j'avais passé la majeure partie de sa vie à prétendre que je n'étais pas affecté par les choses. Les femmes de ma génération le faisaient souvent, surtout les mères. Nous pensions que cacher la douleur protégeait nos enfants. Parfois, cela ne fait que les confondre. Émilie se frotta les yeux, fatiguée. « Je repasse cette nuit en tête en boucle », murmura-t-elle. « Quand tu es entré dans la maison, j'ai regardé vers l'eau. Le souvenir resta parfaitement net. Daniel debout là, tremblant avec le revolver.
Richard pâle à ses côtés, Émilie terrifiée. Et moi entrant dans cette pièce en tant que deux femmes complètement différentes à la fois, un opérateur entraîné et une mère effrayée. « Tu sais ce qui m'a le plus effrayée » demanda Émilie doucement. « Quoi? Tu n'avais pas peur ?» Je souris tristement. « Oh chérie, j'étais terrifiée. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Mais tu avais l'air si calme. C'est l'entraînement. Les gens comprennent mal le calme. Le calme n'est pas l'absence de peur. C'est le contrôle, malgré la peur. L'armée m'a appris à respirer à travers la panique, à penser pendant que l'adrénaline inonde votre corps, à baisser la voix au lieu de l'élever. Mais ces leçons ont eu un coût aussi. Après des années à supprimer les émotions sur le plan opérationnel, vous finissez par ne plus les exprimer non plus sur le plan personnel. C'est en partie ainsi que mon mariage a échoué. Richard et moi avons tous deux confondu les mécanismes de survie émotionnelle avec des défauts de personnalité. Quelques jours plus tard, Émilie me convainquit d'assister au déjeuner du dimanche chez sa tante Carole. J'ai failli refuser. Les réunions de famille après des révélations majeures peuvent être épuisantes à mon âge. Tout le monde veut soudainement vous comprendre, mais j'y suis allé pour Émilie. Au moment où je suis entré dans la salle à manger de Carole, la conversation a pris une tournure maladroite. Pas un silence total, juste une prudence, comme si les gens ne savaient plus trop comment se comporter en ma présence. Carole m'a serré dans ses bras. « Linda, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit de tout ça? J'ai donné la même réponse que je donnais à tout le monde. Ce n'était pas quelque chose dont je parlais. » Richard est arrivé 20 minutes plus tard, seul. Il avait l'air plus âgé qu'il y a seulement 2 semaines. Pas physiquement, spirituellement. Un homme qui porte le poids de la remise en question de sa propre vie. Quand nos regards se sont croisés à travers la pièce, il a hésité un instant avant de s'approcher. Linda, Richard. Un silence gêné a suivi. 32 ans de mariage, 12 ans de divorce, et soudain, nous parlions comme de lointains collègues. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Richard a tiré ma chaise à la table de la salle à manger, avant de s'asseoir lui-même. Un geste minuscule, désuet, mais pendant toutes nos années ensemble, il remarquait rarement de telles choses. Émilie l'a aussi remarqué. Je l'ai vu à l'expression de son visage. Le déjeuner s'est déroulé lentement. Salade de pommes de terre, biscuits au jambon, thé sucré, nourriture typique d'une famille du Sud, conversation familiale normale, jusqu'à ce que le mari de Carole me demande à voix basse « Alors, qu'avez-vous fait exactement dans la marine ?» J'ai souri poliment. Principalement des tâches administratives et de la logistique. Richard a surpris tout le monde en prenant la parole. « Non, dit-il doucement, c'était plus que ça. Toute la table s'est tournée vers lui. Il m'a regardé directement, tout en continuant. On n'a pas des hommes comme ça, qui débarquent en 12 minutes pour faire des paperasses. Personne n'a répondu. » Richard a dégluti avant d'ajouter doucement. « Je crois que j'ai passé de nombreuses années à mal comprendre ma femme. Pas mon ex-femme, ma femme. Le mot nous a pris tous les deux au dépourvu. J'ai baissé les yeux sur mon assiette un instant car, de manière inattendue, mes yeux avaient commencé à brûler légèrement. L'âge rend les émotions plus étranges. On passe des décennies à se fortifier. Puis, soudain, de petites gentillesses vous frappent comme de l'artillerie. Après le déjeuner, Richard m'a arrêté près de l'allée pendant que les autres débarrassaient la vaisselle à l'intérieur. Le vent d'automne portait l'odeur des pins et de l'eau froide du lac. « Je vous dois des excuses, dit-il doucement. Je l'ai étudié attentivement. Pour la première fois de sa vie, Richard avait l'air incertain. Et être que c'était le début de la sagesse. 3 mois se sont écoulés avant que Richard ne dise enfin tout ce qu'il avait à dire. La vie a trouvé un rythme plus calme après l'incident au chalet au bord du lac. Daniel a accepté un accord de plaidoyer concernant la possession illégale d'armes à feu et l'intimidation criminelle. Émilie a suivi une thérapie 2 fois par semaine et a lentement recommencé à sonner comme elle-même. Elle riait plus, dormait mieux, commençait à faire des projets d'avenir au lieu de s'excuser d'exister en son sein. Quant à moi, je suis retourné à la librairie, près de la marina. La plupart des matins, j'ouvrais la porte d'entrée vers 9 heures. Je préparais du café bon marché dans le bureau du fond et je rangeais des livres d'histoire. Personne de moins de 40 ans ne semblait jamais intéressé par l'achat. J'aimais la routine. Les Américains plus âgés comprennent cela profondément. Après assez de chaos dans la vie, la paix ordinaire devient sacrée. Un jeudi après-midi pluvieux, je classais des livres d'occasion reliés quand mon téléphone a sonné. Émilie. Sa voix semblait tendue. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»
C'est papa. Mon estomac s'est immédiatement serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une crise cardiaque ce matin. Pendant une seconde, la librairie a disparu autour de moi. Pas parce que j'aimais encore Richard romantiquement. Ce chapitre était clos depuis longtemps. Mais on ne passe pas 32 ans avec quelqu'un sans que son battement de cœur ne devienne définitivement lié à votre système nerveux, d'une manière ou d'une autre. Est-il vivant? Ai-je demandé doucement. Oui, une légère. Ils l'ont pris tôt. J'ai fermé les yeux brièvement, soulagé. Puis j'ai attrapé mon manteau et mes clés de voiture sans un mot de plus. L'hôpital se trouvait à 20 minutes, près de Chesapeake General. Le ciel gris pendait bas au-dessus de l'autoroute pendant tout le trajet. La pluie striait le pare-brise, tandis que de vieux souvenirs remontaient, non invités, à mes côtés. Richard, apprenant à Émilie à faire du vélo. Richard, faisant griller des hamburgers dans le jardin. Richard riant si fort une fois lors d'un voyage de camping que de la bière lui est sortie du nez. Drôle ce qui survit après un divorce. Pas les papiers du tribunal, pas les disputes, juste des fragments d'humanité. Au moment où j'ai atteint l'étage de cardiologie, Émilie m'attendait devant sa chambre, tenant une tasse en papier de café intacte. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête faiblement. « Il n'arrête pas de demander si tu es venu. » Ça m'a touché plus que je ne m'y attendais. À l'intérieur de la chambre d'hôpital, Richard semblait plus petit, d'une certaine manière. Les lits d'hôpital font cela aux gens. Les machines bourdonnaient doucement à ses côtés, tandis que la pluie d'après-midi brouillait les fenêtres donnant sur le parking. Il a levé les yeux quand je suis entré. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis, il a esquissé un sourire fatigué. « Eh bien, murmura-t-il, je suppose que le vieux moteur s'est enfin plein. » J'ai tiré une chaise près du lit et je me suis assise avec précaution. « Tu as fait peur à Émilie » ? Je me suis fait peur à moi-même. Sa voix était plus faible que jamais. L'âge humilie les hommes finalement, parfois par la sagesse, parfois par la biologie. Nous sommes restés assis en silence un moment, écoutant le bip régulier du moniteur cardiaque. Finalement, Richard m'a regardé directement. J'ai pensé à nous. Cette phrase aurait pu signifier 10 000 choses. J'ai gardé ma voix calme et il a dégluti. Je crois que j'ai passé la majeure partie de notre mariage à rivaliser avec quelqu'un qui ne me combattait même pas. Je n'ai rien dit, car il avait raison. Richard regardait par la fenêtre striée de pluie. Tu sais, toutes ces années, une partie de moi savait que quelque chose clochait avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais trop calme. Il a ri doucement, sans humour. Chaque crise, chaque urgence, chaque chose terrible que la vie nous jetait, tu ne paniquais jamais. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Ce n'était pas, toujours, sain. Non, admit-il. Mais à l'époque, je ne comprenais pas la force tranquille. Ses yeux se sont soudain embués. C'est la vérité, Linda. Je pensais que la force était bruyante. L'honnêteté dans sa voix blessait plus que la cruauté jamais. Car la cruauté peut être rejetée. Le regret ne le peut pas. Richard s'est frotté le visage, fatigué. Quand tu ne te disputais pas, je pensais que je gagnais. Il a secoué lentement la tête. Il s'avère que tu étais juste plus discipliné que moi. Dehors, une infirmière a ri doucement quelque part dans le couloir. La vie, continuant autour d'anciens chagrins. Je te moquais, murmura Richard. Parce qu'au fond, je crois que ton calme me faisait peur. Cette confession s'est installée lourdement entre nous. J'ai pensé à toutes les années de commentaires sarcastiques, à tous les dîners de famille, à toutes les petites humiliations déguisées en humour. Et soudain, quelque chose d'étonnant s'est produit en moi. Pas de la colère, de la tristesse, car je le comprenais enfin, moi aussi. Richard venait d'une génération d'hommes américains à qui l'on avait appris que la vulnérabilité était une faiblesse. Des hommes qui portaient les hypothèques, les guerres, les licenciements et la pression familiale sans langage émotionnel pour y faire face. Alors ils plaisantaient, contrôlaient, détournaient, dominaient les conversations. Pas parce qu'ils étaient des monstres, mais parce qu'ils étaient émotionnellement inadaptés. Cette réalisation n'excusait pas la douleur, mais elle l'expliquait. Je n'étais pas facile à vivre non plus, j'ai admis doucement. Il avait l'air sincèrement choqué. « Linda, tu étais la personne la plus facile. »« Non, l'ai-je interrompu gentiment. J'étais émotionnellement absente la moitié du temps. Il m'a regardé en silence. J'ai continué prudemment. L'armée m'a entraîné à compartimenter tout. La peur, le traumatisme, le chagrin. J'ai souri tristement. Finalement, j'ai commencé à compartimenter mon mariage aussi.
Les yeux de Richard ont baissé. Tu ne m'as jamais laissé entrer. Je ne savais pas comment. C'était la phrase la plus honnête que j'avais prononcée depuis des années. Longtemps, aucun de nous n'a parlé. Puis Richard a soudain ri faiblement. Quoi? Tu sais le truc dingue? Quoi? Toutes ces années, j'ai cru que j'avais épousé une femme timide. J'ai haussé un sourcil légèrement, et à la place, j'ai épousé la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ma gorge s'est serrée de façon inattendue. À 62 ans, les compliments n'ont pas le même effet qu'à 25 ans. On entend toutes les années derrière eux. Les larmes ont rempli les yeux de Richard à ce moment-là. Je suis désolé, Linda. Pas de manière défensive, pas performative, juste vieux et sincère. Je suis désolé pour chaque fois où je t'ai fait sentir petite pour me sentir grande. Je l'ai regardé en silence pendant plusieurs secondes. Puis j'ai tendu la main et pris la sienne doucement. Ses doigts tremblaient légèrement contre les miens. Je sais, ai-je murmuré. Et pour la première fois, depuis plus de 30 ans, le silence entre nous semblait enfin paisible au lieu de solitaire. 1 an plus tard, la vie était plus calme que je ne l'aurais jamais imaginé. À mon âge, on ne mesure plus le bonheur par l'excitation, on le mesure par la paix. La paix est devenue le café du matin sur le balcon, donnant sur la marina. La paix est devenue Émilie, appelant juste pour parler au lieu de pleurer. La paix est devenue dormir toute la nuit, sans que de vieux souvenirs ne me réveillent à 3 heures du matin. Certaines blessures ne disparaissent jamais complètement, mais elles finissent par cesser de saigner. Émilie a emménagé dans une petite maison de ville près de Raleigh, après avoir accepté un poste de conseillère, aidant les femmes en rétablissement après des relations émotionnellement abusives. La première fois qu'elle m'en a parlé au téléphone, je suis restée silencieuse plusieurs secondes après. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'étais fière. Il s'avère, m'a-t-elle dit un soir, que beaucoup de femmes ne reconnaissent pas le contrôle émotionnel jusqu'à ce que quelqu'un de plus âgé le nomme pour elles. C'est vrai, j'aurais aimé comprendre plus tôt. J'ai souri doucement au téléphone. La plupart d'entre nous souhaitent cela pour quelque chose. Richard a aussi changé. Après s'être remis de sa crise cardiaque, il a commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine dans un centre de soutien aux vétérans près de Chesapeake. Il aidait principalement les vétérans plus âgés à remplir des formulaires de prestations, ou conduisait les hommes à leurs rendez-vous médicaux lorsque leur famille ne le pouvait pas. Au début, je suspectais la culpabilité de le motiver. Peut être que c'était le cas. Mais au fil du temps, quelque chose de plus profond s'est produit. Il a commencé à écouter. Vraiment écouter. Un après-midi, il m'a appelé de façon inattendue. « Tu sais combien de gars du Vietnam ne parlent de rien ?» a-t-il demandé. J'ai ri doucement. « Je sais. » Il s'assoit là à boire du café infect, à faire semblant que tout va bien. Il a marqué une pause. Puis, une petite chose se fissure, et soudain, il porte 50 ans de chagrin. Oui, il est devenu silencieux. Je crois que notre génération a confondu l'endurance avec la guérison. Cette phrase est restée avec moi longtemps après la fin de l'appel, car il avait raison. Les Américains de plus de 60 ans comprennent cela mieux que les jeunes parfois. Nous avons été élevés par des survivants, des parents de l'époque de la dépression, des pères de la Seconde Guerre mondiale, des mères qui enterraient la douleur sous la routine. On travaillait, on endurait, on restait silencieux. Mais le silence a un coût. Parfois, le coût est un mariage. Parfois, c'est la solitude. Parfois, c'est se réveiller à 70 ans, en réalisant qu'on n'a jamais vraiment connu les personnes les plus proches de soi. Au début de l'automne, Émilie a convaincu Richard et moi d'assister à un barbecue familial dans sa nouvelle maison de ville en Caroline du Nord. J'ai failli refuser. Pas parce que les choses restaient hostiles entre Richard et moi, tout au contraire. Nous étions devenus étrangement doux l'un envers l'autre, après la conversation à l'hôpital. Pas romantique, pas réconcilié de cette façon, juste honnête. Et l'honnêteté crée sa propre forme de paix. Pourtant, les grandes réunions de famille m'épuisent plus maintenant qu'auparavant. Mais Émilie a insisté. « S'il te plaît, » dit-elle au téléphone. « Pas de drame, juste de la famille. » Alors, par un frais après-midi de samedi, j'ai conduit vers le sud à travers les fermes de Virginie, en direction de Raleigh, portant un bol de salade de pommes de terre soigneusement équilibré sur le siège passager, comme toutes les femmes américaines de plus de 60 ans finissent par apprendre à le faire. Le barbecue lui-même semblait merveilleusement ordinaire. Des enfants courant dans les arroseurs, des hommes plus âgés discutant de football, des femmes réarrangeant la nourriture. Personne n'avait encore vraiment fini de manger. La vraie vie américaine.
Pas d'équipe tactique, pas de secret, pas d'urgence, juste des gens qui font de leur mieux. À un moment donné, je me tenais près du patio sirotant du thé glacé pendant que plusieurs collègues d'Émilie se présentaient poliment. Richard se tenait à proximité, discutant avec deux voisins des conditions de pêche au lac Gaston. Puis l'un des voisins a demandé distraitement. « Alors, comment vous connaissez-vous tous ?» Avant que je puisse répondre, Richard a parlé le premier. « C'est Linda Mercer, » dit-il. Et sa voix portait clairement par-dessus la terrasse. Mon estomac se serra légèrement. Richard me jeta un bref regard avant de continuer. Elle a passé 25 ans à protéger des gens comme nous. Toute la conversation autour de nous se tut un instant. Je sentis la chaleur monter à mon visage immédiatement. Même après tout, l'attention publique me mettait toujours mal à l'aise. L'une des plus jeunes femmes cligna des yeux de surprise. Militaire. J'acquiesçai une fois. Richard esquissa un léger sourire. Marine. Pas de plaisanterie, pas de sarcasme, pas de moquerie, juste du respect. Et, d'une manière ou d'une autre, ce simple moment guérit quelque chose de profond en moi que je n'avais pas réalisé être encore blessé. Non pas que j'ai besoin de louanges, mais parce qu'après des décennies de malentendus mutuels, Richard me voyait enfin clairement. Ce soir-là, après le départ de la plupart des invités, Émilie et moi avons marché lentement dans son quartier, tandis que le coucher du soleil peignait le ciel d'orange et de violet pâle. Les feuilles d'automne naissantes flottaient sur les trottoirs. Pendant plusieurs minutes, nous avons simplement marché en silence ensemble. Puis Émilie posa la question que les gens me posaient depuis 1 an. « Pourquoi ne t'es-tu jamais révélé à personne ?» J'ai souri doucement. La réponse avait changé avec le temps. Au début, le secret était un devoir, puis une habitude, puis une armure émotionnelle. Mais maintenant, à 62 ans, je comprenais la vérité plus clairement. Parce que la vraie force ne consiste pas à faire en sorte que les gens vous craignent, ai-je dit doucement. Émilie me regarda. Elle consiste à faire en sorte que les personnes que vous aimez se sentent en sécurité. Elle passa son bras autour du mien, comme elle avait l'habitude de le faire quand elle était petite. Et alors que nous continuions à marcher sous le soleil déclinant de la Caroline, je réalisais quelque chose qui m'avait pris toute une vie à comprendre. La plupart des gens portent des batailles que vous ne pouvez pas voir. L'homme silencieux du restaurant, la femme difficile à l'église, le vétéran qui ne parle jamais, le conjoint qui plaisante trop, la mère qui semble distante émotionnellement. Nous nous jugeons sur notre comportement tout en restant aveugles à notre histoire. Et parfois, la plus grande tragédie dans une famille n'est pas la cruauté, c'est l'incompréhension. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie, un vétéran, un parent, un conjoint, ou même quelqu'un que vous avez peu, être mal compris, j'espère que vous le contacterez tant qu'il est encore temps. Parfois, la guérison commence par une conversation honnête. Et parfois, les personnes qui semblent les plus faibles ont porté les fardeaux les plus lourds depuis le début. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.